Aujourd'hui, on va entamer le rôle de l'impôt dans le cadre du droit fiscal. Alors, ce rôle a suscité énormément de débats depuis les théories libérales jusqu'aux théories modernes. On s'est toujours demandé quel rôle peut octroyer un impôt. Doit-il seulement procurer à l'économie des ressources financières nécessaires pour couvrir les charges publiques, ou est-ce qu'il doit intervenir dans d'autres champs, et notamment le champ social et le champ économique? Est-ce qu'il doit redistribuer? Est-ce qu'il doit dynamiser l'économie? Est-ce qu'il doit stimuler l'épargne et inciter l'investissement? Telles sont les questions du débat qui ont fait l'objet de pas mal de réponses par les théoriciens. La théorie classique ou libérale classique avait une conception tout à fait, on peut dire, monothéorique, à savoir que l'impôt ne peut avoir qu'un seul rôle, à savoir la couverture des charges de l'État. Cette conception limitait le rôle à la seule alimentation du budget de l'État et de sa caisse, et lui donne une forme purement financière qui se rattache à la conception étatique qui était de rigueur à l'époque, à savoir l'État gendarme, c'est-à-dire qu'il n'intervenait que dans le cadre du financement des activités régaliennes de l'État et seulement ces activités. Donc il était justifié lui-même, donc l'existence de l'impôt était justifiée par la nécessité de financer les dépenses de fonctionnement. Il doit être économiquement et socialement neutre, comme c'est le cas pour l'État. Donc ça a été confirmé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans le cadre de son article 13, qui stipule que pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Donc l'impôt ne doit en aucune manière intervenir socialement ou économiquement. Cette théorie a été atténuée ultérieurement, donc surtout après les événements de la Deuxième Guerre mondiale et surtout après la crise financière de 1929. Ainsi, on s'est retrouvé avec des théoriciens qui sont niés les préoccupations économiques de l'impôt, c'est-à-dire que l'impôt doit intervenir pour dynamiser l'économie, et on avait vu ça avec la théorie keynésienne et le renouveau du rôle de l'État et du rôle aussi de l'impôt, qui est devenu un instrument efficace entre les mains de l'État pour essayer de redynamiser l'économie, et ce en créant une demande qui va créer une offre par le biais de l'impôt. Pour ce faire, les partisans de la théorie de la neutralité fiscale ont assoupli actuellement leur doctrine, ce qui fait que l'impôt peut intervenir aussi bien pour dynamiser l'économie que pour redistribuer sur le plan social. Bien sûr, avec des limites, c'est-à-dire qu'il ne doit pas déformer les structures économiques de l'État. C'est une neutralité qui doit être relative pour eux. L'impôt doit être neutre par rapport aux moyens de production. Il ne doit pas chambouler les formations de l'État. Et surtout, le circuit de production il doit être neutre vis-à-vis de ces circuits. Donc, pour d'autres auteurs, ce rôle ne peut être efficace ni exister, tel que Maurice Loret, pour qui l'impôt c'est un moyen qui ne fait que trancher. C'est l'exemple d'Elvis Story, il ne peut pas réellement orienter ni modifier ce qui existe déjà, notamment les règles du marché. Alors, on va entamer d'abord le rôle financier. Qu'est-ce qu'il implique, ce rôle financier? Ce rôle financier a eu plusieurs, quelle que soit sa dénomination, qui a été octroyée auparavant et qui était d'obédience pour ce qui est de l'État gendarme, qui n'avait d'autre rôle que d'assurer la sécurité interne, la sécurité externe et quelques travaux, ce qui fait qu'il était neutre sur le plan
économique et sur le plan social. Donc, aucune répartition de revenus et aucune intervention sur le plan économique. Ce rôle a eu plusieurs appellations, donc rôle financier pour Adam Smith, rôle essentiel pour James Adler, l'impôt financier pour Laffenberger, l'impôt collecteur pour Nagar-Sibam. Quelle que soit la dénomination, l'essentiel c'est que l'État avait pour rôle principal celui de financer les fonctions de l'État. Surtout les dépenses de fonctionnement de l'État. Pour ce faire, les théoriciens classiques avaient prévu que cet impôt doit avoir donc une rentabilité sûre. Pour ce faire, il doit prendre plusieurs caractéristiques. Il doit être général, c'est-à-dire qu'il doit toucher tous les citoyens. Il doit être pluriel, c'est-à-dire qu'on doit avoir plusieurs impôts, plusieurs catégories et non pas un seul impôt. Un seul impôt donc ne peut être qu'unique selon ces théoriciens parce qu'il ne peut pas apporter de rentabilité sûre. Et on va le voir ultérieurement. Donc c'est que si on a un seul impôt, on devrait en général élever le taux et le taux ne peut que détruire la matière en elle-même. Donc ce qui fait que la rentabilité à long terme ne sera pas assurée. Pour ce faire, il faut une pluralité d'impôts. Comme ça, on pourra répartir la charge fiscale sur plusieurs catégories de bases imposables et plusieurs contribuables, et comme ça on est sûr d'avoir une rentabilité assurée. L'automaticité et la stabilité doivent aussi être des caractéristiques de ce système fiscal, donc à savoir que l'impôt doit en général augmenter donc si on a une rentabilité, si on a une conjoncture donc qui est bonne en la matière. La stabilité et l'élasticité doivent être des caractéristiques aussi de ce système fiscal pour avoir donc une rentabilité sûre. Et comme ça, on a des impôts stables qui garantissent des recettes sûres, même quand il y a des perturbations de la conjoncture économique, et des impôts élastiques qui permettent une rentabilité qui est liée à la conjoncture économique. Comme ça, il n'y a pas de surprise en cas de mauvaise conjoncture. Donc, pour ce qui est du rôle social, le rôle social donc, qui est devenu donc, un rôle primordial après la Deuxième Guerre mondiale et qui permet à l'État donc d'intervenir pour essayer de redistribuer et de réguler donc les effets négatifs du marché. Alors, l'impôt peut exercer en fait soit une action globale sur les structures, soit une action sélective. Donc, l'utilisation de l'impôt pour une action globale sur les structures sociales, c'est-à-dire les formations sociales, a été préconisée par certains auteurs socialistes. Donc, on a l'exemple de Kautsky en Allemagne, dans son ouvrage Révolution sociale, qui préconisait de substituer à la violence le recours à l'impôt, et ce pour assurer l'étatisation des moyens de production et le nivellement des conditions sociales réclamées par les socialistes. Le deuxième exemple est celui du gouvernement travailliste en Angleterre qui avait utilisé le système fiscal avec une grande efficacité pour réaliser ce qu'on appelle la révolution silencieuse. Et ce, justement, pour le nivellement social. Et ça a été une expérience réussie qui a réduit les inégalités sociales qui étaient à l'époque très marquées dans cette société, et ce au moyen des impôts progressifs sur le revenu et sur les successions, et surtout il y avait aussi qui était accompagné par la détaxation des objets de première nécessité et la surtaxation des objets de luxe. Donc l'impôt peut avoir pour objet également d'exercer une action sociale spécialisée, donc qui peut avoir pour objectif soit un groupe, soit une personne, soit des personnes déterminées, soit un comportement donc de personnes déterminées. Donc là, par exemple, le fait d'essayer de réduire le recours à l'alcoolémie ou à l'usage des boissons alcoolisées par la surtaxation des boissons alcoolisées, et en contrepartie la détaxation des jus de fruits. Donc comme ça on élève
le prix du produit alcool, et en contrepartie, le prix de revient des jus va être réduit et sera inférieur, ce qui fait que ça va encourager donc plus ou moins l'usage des jus de fruits au lieu de l'alcool. Bien sûr, dans la pratique, c'est pas toujours vérifié, mais n'empêche que c'est parmi les pratiques que peut utiliser l'État pour encourager un comportement ou pour décourager un certain comportement négatif socialement. Alors, l'égalité par l'impôt a été donc un moyen, a été un objectif, donc dans le sens d'essayer de réaliser une sorte de justice sociale par le biais de la justice fiscale. Wagner disait dès 1890 que l'impôt peut devenir un facteur régulateur de la répartition du revenu national en modifiant la répartition issue de la libre concurrence, celle issue du marché, et ce en utilisant dans plusieurs techniques liées à la fiscalité. Donc pour essayer de redistribuer par le biais de la fiscalité, on peut agir aussi bien sur la fiscalité directe que la fiscalité indirecte. Donc pour ce qui est de l'impôt direct, on peut utiliser la technique de la progressivité. La progressivité implique que le taux de l'impôt soit progressif en relation avec les facultés contributives, c'est-à-dire que le taux augmente au fur et à mesure que le volume et le montant du revenu augmentent. Godmet disait que l'impôt progressif serait préconisé comme un impôt de redressement pour réaliser la justice fiscale au sein d'un système qui est faussé par l'injustice de la fiscalité indirecte. C'est-à-dire que cette progressivité en fait peut instaurer une sorte de justice à l'intérieur du système fiscal et peut redistribuer les revenus globalement. Et il y a aussi la possibilité d'introduire une sorte de discrimination ou de sélectivité dans le cadre de l'impôt. Et dans ce cas-ci, on va prendre en considération l'origine des revenus. Donc si les revenus proviennent du travail, qu'ils soient manuels ou intellectuels ou les deux, alors l'imposition doit être faible et très mesurée. Par contre, si les revenus sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils proviennent aussi bien du travail que du capital, l'imposition doit être moyenne ou modérée, alors que les revenus du capital, normalement, devraient être très imposants ou très importants ou très lourds. Comme ça, on prend en considération l'origine de la fortune ou du patrimoine pour imposer. On peut aussi introduire une sorte de personnalisation de l'impôt, qui est actuellement très en vogue pour ce qui est de l'impôt sur le revenu. Et l'impôt doit prendre en considération la personne du contribuable, ses charges familiales, professionnelles, ce qui fait que on peut exonérer donc, le revenu minimum au vital quand on connaît la situation du contribuable et sa situation sociale. Pour ce qui est de la fiscalité indirecte, on a d'autres moyens, étant donné qu'il n'est pas facile en fait de personnaliser ni d'introduire la progressivité potentielle pour la fiscalité directe. Alors pour cette fiscalité indirecte, on doit opérer une sélectivité en fonction de la nature des besoins, par exemple, que ce soit des services ou des produits. On peut exonérer la consommation et les produits de première nécessité. Et comme ça, donc, ce sera une manière d'aider les bas revenus. Et on peut imposer à des taux modérés les consommations courantes et imposer à des taux importants les consommations de confort et surtout imposer à des taux très élevés les consommations de grand luxe ou les consommations ostentatoires. Et comme ça, on suit le cheminement de la consommation par le biais de la fiscalité indirecte. Donc ça pour le rôle social. Pour ce qui est du rôle économique de l'impôt, là aussi, les théoriciens préconisent soit une action globale, soit une action sélective. Donc l'action globale vise à avoir un impact sur l'économie globalement. Donc l'exemple de la lutte contre l'inflation par une ponction fiscale accrue qui est destinée à éponger le pouvoir d'achat. Donc quand on a un taux d'inflation très élevé, on peut enlever l'argent qui est en surplus
dans le marché ou dans le circuit par un taux très important pour certains impôts dont le produit sera détruit et non plus remis dans le circuit monétaire, et comme ça donc on va atténuer le taux d'inflation sur le marché. On peut avoir donc une action sélective en encourageant la construction, par exemple, pour remédier à la crise du logement par la fiscalité, exemple réduction d'impôts afin d'encourager l'investissement dans l'immobilier. Et comme ça peut être aussi une action donc, pour encourager le secteur du tourisme ou le secteur de la santé ou le secteur de l'enseignement. C'est-à-dire qu'on peut encourager la créativité ou l'investissement dans tel ou tel secteur. L'action sélective peut être plus spécialisée, c'est-à-dire il n'est pas question d'encourager une branche ou un secteur, mais une entreprise déterminée, ou un groupe d'entreprises déterminé par des privilèges fiscaux déterminés, donc la création de petites et moyennes entreprises par une réduction du taux d'impôt, par l'exonération pour les premières années pour les aider à s'auto-déterminer et avoir une part du marché. Donc l'action économique peut tendre non pas à stimuler aussi une branche, mais au contraire à s'opposer à son développement jugé trop rapide, tel que ça a été le cas au début du siècle dernier pour la production automobile en France, où il a été décrété d'élever les taux pour ce secteur, justement pour encourager les investisseurs à aller voir ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres secteurs industriels. L'État, par l'instrument fiscal, peut jouer un rôle très important dans le développement économique, et ce par plusieurs moyens. Par la mobilisation d'abord des ressources internes, c'est-à-dire le fait de prélever des impôts permet de constituer donc un bon pactole en capital qui sera acheminé vers l'investissement public, sachant que l'investissement public, par exemple au Maroc, est très très important. La possibilité aussi de créer de l'épargne ou d'encourager l'épargne par le biais de la fiscalité. En fait, l'impôt peut influencer et déterminer le choix entre l'épargne et la consommation. Donc, quand on a la potentialité d'avoir une épargne qui est épargnée aussi par l'impôt, ce qui fait qu'on est encouragé à créer une épargne qui sera donc bien sûr utilisée ultérieurement dans un investissement potentiel. Et l'État aussi peut freiner en fait la consommation de luxe et le gaspillage par des taux très très importants sur des produits de luxe ou des services de luxe pour inciter les agents économiques donc à épargner et non pas consommer. Donc, plusieurs techniques d'encouragement à l'épargne sont envisageables en général, ils sont utilisés, tels que l'épargne liquide, les dépôts à terme ou les bons de trésor qui sont largement utilisés, l'incitation à l'épargne logement aussi qui est utilisée, et aussi il y a l'épargne collective telle que les régimes d'assurance aussi qui sont épargnés pour amener à la constitution de capitaux qui seront potentiellement acheminés vers l'investissement. Donc, la pratique au Maroc concernant l'encouragement de l'investissement par la fiscalité n'est pas récente, donc elle date de 1959, c'est-à-dire au lendemain de la décolonisation. Le Maroc a entrepris une politique d'incitation à l'investissement par les codes d'investissement. Donc plusieurs codes ont concerné tous les secteurs, aussi bien l'industrie que le tourisme, le secteur maritime, minier, l'enseignement, l'exportation, le commerce globalement. Donc tous les secteurs ont été plus ou moins visés par ces codes d'investissement qui ont été ultérieurement englobés dans le cadre de la charte des investissements. Ces codes accordent automatiquement de façon arbitraire un ensemble d'avantages fiscaux pour inciter les investisseurs privés, donc aussi bien nationaux qu'étrangers, puisqu'il n'est pas question uniquement d'encourager l'investisseur interne, mais d'attirer aussi l'investisseur étranger, étant donné qu'on a un manque d'investisseurs internes. Tous ces rôles, ces deux rôles sont maintenant très en vogue, ils sont très sollicités, mais n'empêche que le rôle de l'État, ou l'interventionnisme de l'État,
interpelle en fait le rôle financier de manière très importante. Et le problème, c'est que donc, on a d'un côté la croissance des dépenses qui fait que ce rôle financier est très sollicité, et de l'autre côté, on a l'obligation de l'État maintenant, donc devenu une obligation d'intervenir sur le plan économique et sur le plan de la répartition des revenus, la redistribution plutôt des revenus. Donc, mais le problème, c'est qu'il peut y avoir des conflits entre ces différents rôles. Par exemple, on a un droit de douane protecteur et pleinement efficace sur le plan économique, puisqu'il arrive donc à protéger une production locale. Mais le problème, c'est qu'il devient prohibitif et il supprime totalement la concurrence étrangère, mais sur le plan de la rentabilité financière, donc la rentabilité devient avec le temps nulle, étant donné que le prix de revient du produit va devenir excessif et finalement il n'y aura plus d'importation et finalement il n'y aura plus de droits de douane qui seront payés, ce qui fait que la rentabilité va disparaître. Mais de l'autre côté, bien sûr, sur le plan économique, il y aura une réussite étant donné que la production interne sera protégée vis-à-vis de la concurrence étrangère. Ce qui fait que là, on trouve bien qu'il y a une contradiction entre la rentabilité et le rôle économique de l'impôt. De même, donc, l'impôt sur le capital assure au mieux le nivellement des fortunes. Si son taux progressif aboutit à la confiscation des fortunes dépassant un certain seuil, donc bien sûr là le rôle financier va se retrouver compromis à terme, car un impôt confiscatoire va détruire la matière imposable et il va supprimer les rentrées fiscales pour l'avenir, étant donné que ce soit au niveau des successions ou des transactions au niveau des capitaux, donc si les taux sont trop importants, ils vont finir par détruire la base imposable. Donc devant ces conflits, entre les objectifs économiques et sociaux d'une part et l'objectif financier et de l'impôt de l'autre côté, certains auteurs donc, sont pour le fait qu'il faut donc, encourager le rôle économique et social, mais pour d'autres il faut donc, se rendre compte quand même que les revendications vis-à-vis de l'État et la croissance des dépenses publiques et surtout donc l'investissement public est plus important et très revendiqué, donc fait que l'objectif financier reste prioritaire et qu'il est donc prépondérant par rapport au rôle aussi bien social qu'économique. Donc si l'État essaie donc d'intervenir socialement, économiquement par le biais de l'impôt, n'empêche que sa priorité reste la couverture des charges publiques et le remplissage bien sûr des caisses de l'État. Ce qui fait que ça reste un rôle primordial, donc quels que soient maintenant donc, les changements qui se sont opérés au niveau du rôle de l'État et du rôle de l'impôt. Et surtout que c'est l'impôt, il a on a trois raisons essentielles qui permettent justement de donner la primauté à cet objectif financier. C'est qu'il permet de sauvegarder les ressources publiques, pas besoin de vendre quoi que ce soit donc pour financer les besoins de l'État. Il protège contre la confiscation, donc au lieu de recourir à la confiscation, donc les gens payent donc de leur plein gré, et ça permet donc une limitation de la complexité fiscale, puisque les impôts en fait comme on va le voir ultérieurement, donc qui sont d'une grande rentabilité, sont les plus simples. Mais quand on introduit donc des objectifs financiers plutôt économiques et sociaux, on a des systèmes très complexes et des impôts difficiles à cadrer et à comprendre. Et c'est pour cela que beaucoup d'auteurs sont pour le fait de créer plutôt de donner la priorité au rôle financier. On s'arrête là et on se retrouve pour la prochaine séance, Inch'Allah.